La nuit, ça sentait la chaux humide et le fer chaud. Dans la cour du notaire municipal, on suspendait des bandes de parchemin humide pour qu'elles absorbent mieux l'encre le lendemain matin. Les oies bruissaient dans la cour, et le greffier en chef comptait les liasses de cire comme un marchand compte ses haricots. Au matin, il fallait sceller ici un contrat pour lequel deux clans avaient envoyé depuis une semaine des messagers et des serviteurs armés sur les routes argileuses. Le document traitait de l'union des terres et de l'eau provenant d'un aric commun, du passage du troupeau et des droits sur deux moulins. Entre les lignes, on sentait l'urgence. Le peuple appelait cela un mariage précoce. Le bureau administratif, un simple échange d'obligations. Mais entre ces lignes se cachait une question qui faisait se fermer les paupières aux juristes. Où s'arrête la coutume et où commence la loi? Bonjour à tous les téléspectateurs. Vous êtes sur la chaîne des documentaires sur le droit et les décisions humaines. Écrivez-nous depuis quelle ville et quel pays vous nous regardez. Ces détails nous aident à comprendre comment le passé résonne dans différents endroits. Laissez un commentaire sur ce qui vous semble le plus controversé dans ce que vous avez entendu. Je vous souhaite une écoute paisible et réfléchie. Même les chroniqueurs les plus fatigués ne peuvent qualifier cette période de simple. Le royaume vit sous la houlette d'Alphonse le Sage. Et avec les impôts, la guerre, les querelles monastiques et les revendications de la noblesse viennent de nouveaux livres de droit. Les septpartides sont un recueil de lois où le mariage n'est pas présenté comme le destin des familles, mais comme un contrat entre des personnes capables de s'entendre. Dans ces chapitres, il n'est pas question de banquets fastueux. On y énumère la tutelle, les interdictions de contrainte, les délais autorisés, les conditions des dons et des remboursements. Le recueil exige que le consentement soit réel et non obtenu par la peur, le devoir ou la menace de rompre les liens vassaux. Il fait la distinction entre une promesse pour l'avenir et une union qui n'est considérée comme effective qu'après des démarches légales, avec une protection contre la violence, un droit de garde, des clauses relatives à l'âge et à la responsabilité pénale. Dans les villes, tout cela semble étranger aux mots communautaires habituels, où les anciens ont l'habitude de dire « c'est ce que faisaient nos grands-pères, c'est ce que nous faisons ». Et pourtant, ces derniers mois, ce sont précisément ceux qui prennent le risque de contester les coutumes qui se tournent vers la partida. Le dossier qui sera apporté le matin chez le notaire sans les imperméables mouillés et la graisse de Simnim. C'est ainsi que les relieurs assouplissent le cuir. Les parties sont adultes. Les chefs des deux familles, leurs mandataires, tuteurs et témoins, le juge municipal, le mérico, deux clercs chargés de la rédaction. Il ne s'agit pas de lettres d'amour, mais de terre, d'eau et de circulation des marchandises. Dès le début,
il est clairement établi qu'il s'agit d'une fusion d'économie et d'une paix entre des personnes qui ont derrière elles des serviteurs, des charrettes et des serments. Mais au centre se trouve un point formulé de manière astucieuse. L'union doit être considérée comme valide immédiatement, et tout report ultérieur est considéré comme une violation des coutumes de la famille. Cette phrase cache une pression. Si quelqu'un tente de reporter la vie commune, il est passible d'amende et de menaces de rupture des liens vassaux. Le juriste, agissant au nom du tuteur, ouvre à l'avance le code Partide au chapitre sur le mariage, la tutelle et le consentement. Il agit avec prudence, comme un chirurgien qui n'a pas le droit à l'erreur. Dans ces litiges, ce n'est pas le ton des voix qui compte, mais la précision des références. Le premier mythe qui est toujours mis sur la table est simple. Tout le monde aurait marié ses enfants tôt, car sinon les unions s'effondraient. Les documents prouvent le contraire. Le Code souligne que le consentement est l'affaire des personnes ayant atteint l'âge de raison et que la tutelle n'a pas le droit de se transformer en violence. Il est également question de l'autre aspect, non pas de l'amour, mais de l'économie. Si quelqu'un fait pression sur l'union pour des raisons matérielles, ce n'est pas un mariage, mais un accord caché, et il est nul s'il porte atteinte à la dignité et à la volonté des parties. Le juriste présente une requête dans le langage administratif. Reconnaître le contrat comme une promesse pour l'avenir et non comme une fusion immédiate, établir la tutelle et le contrôle des biens, interdire toute tentative de contraindre à la vie commune avant l'âge prévu par la loi, et ne considérer l'union comme valide qu'après confirmation du consentement en bonne et due forme, avec enregistrement par le greffier et consentement des parties sans menace. Ce sont des mots secs, mais ce sont eux qui sauvent du pire, de ce que les villages appellent parfois le respect des aînés, et qui figure dans les registres urbains comme une contrainte. La noblesse locale répond par une série d'arguments habituels. Chez eux, disent-ils, c'est ainsi depuis des temps immémoriaux, c'est ainsi qu'ils préservent la paix. Et toute violation sera punie non seulement par la honte, mais aussi par le sabre. On pose sur la table un rouleau enveloppé dans du tissu, une copie de la coutume communautaire, rédigée par le même scribe qui s'occupe de la collecte de la dîme. Dans ces régions, on aime se référer aux fueros, les statuts locaux, où chaque tour de phrase peut changer le cours des choses. Mais dans la juridiction royale, la coutume est vivante tant qu'elle ne contredit pas la loi. Et ici, les partidas font office de coin. Elles stipulent que les coutumes qui portent atteinte à la liberté individuelle et remplacent le consentement par des menaces ne valent pas l'encre avec laquelle elles sont écrites. Le juge n'a pas besoin de l'humeur de la foule, mais d'un document où la tutelle, l'âge et le consentement sont décrits non pas dans des proverbes, mais dans des normes. La plume trébuche sur la sécheresse. Dans ces lignes, il n'y a pas de place pour l'honneur, mais pour la capacité juridique. Et cela empire.
La question de la dot et des cadeaux se pose. Tout ce qui est apporté dans la maison peut devenir un nœud coulant autour du cou. Le code royal prend une autre direction. La dot est un bien qui ne transforme pas une personne en objet. Les cadeaux sont un fardeau qui ne supprime pas le droit de refus et de défense. C'est pourquoi l'avocat demande de saisir les cadeaux litigieux jusqu'à ce qu'une décision soit prise. Les mules, les sacs de céréales, les clés de la grange ne sont pas des symboles d'amour, mais des moyens de pression. Et tant que le litige n'est pas clos, ces moyens doivent être retirés de la circulation. Cela peut sembler mesquin, mais derrière un sac de céréales se cache l'hiver. Derrière un mulet se cache le chemin vers le moulin. Derrière une clé se cache le contrôle de la maison. Dans les histoires urbaines, c'est ainsi que l'on sauve les gens des formes lentes et prosaïques de violence, sans effusion de sang, mais avec une fatigue qui épuise les forces et transforme l'être humain en un objet silencieux. La première fissure préparée dans la position de la noblesse apparaît là où on s'y attendait le moins. Au dos du rouleau contenant la coutume, il manque les signatures des témoins, et la date, écrite en chiffres, ne correspond pas à la fête religieuse à laquelle les documents sont rattachés dans ces lieux. Le greffier chuchote au juge qu'il s'agit d'une liste réécrite a posteriori et que sans les clercs, une telle liste n'est qu'un bout de papier et non un usage. Le juriste ouvre soigneusement un autre volume, le registre des amendes de la ville. On y a souvent consigné des sanctions pour avoir tenté de sceller des unions par des menaces et des extorsions. Cela ne concerne pas la vie intime. Les rapports y décrivent comment la communauté punissait ceux qui transformaient les transactions familiales en violence. Ces lignes sont écrites sans émotion, mais elles font froid dans le dos. Elles montrent que même dans les villes où l'on aime se réfugier derrière la tradition, on connaît le prix de la contrainte. La deuxième fracture concerne la tutelle. Selon les partidas, le tuteur n'est pas responsable de la beauté des festins, mais de la sécurité et des biens de son pupille, jusqu'à ce que celui-ci atteigne l'âge de l'indépendance. Cela signifie que toute action qui met en danger le corps, l'honneur et les biens d'une personne avant qu'elle n'atteigne l'âge de la maturité sera considérée comme un abus. Le tuteur dans cette affaire est un adulte qui a servi au conseil municipal et qui sait comment fonctionnent les impôts et les verrous des greniers. Il fait comprendre par écrit que si les menaces persistent, le tribunal royal infligera une amende au clan et les témoignages seront transmis au greffe pour être examinés comme un abus de droit. On parle d'une amende sans bruit de pièces de monnaie. C'est plutôt un vent froid qui souffle sur les bancs où l'on aime compter. Pour les nobles, cela ressemble à une moquerie, comme si leur fouet avait été transformé en paille. Mais le juge s'en tient à la loi. Il existe des règles selon lesquelles même les plus puissants perdent la face s'ils jouent de leur force dans la juridiction royale. La troisième fissure se trouve dans le mot «
fragile consentement. Il cache la médecine de l'époque. Dans les notes municipales, les médecins décrivent l'épuisement causé par les mariages précoces, les fièvres après les transports hivernaux, les hémorragies traitées par des décoctions et le repos. Pas besoin de description naturaliste. Les statistiques sur la pauvreté qui augmentent lorsque l'on est contraint de vivre selon la volonté d'autrui suffisent. Les canonistes expliquent que la vie conjugale ne peut commencer par la menace. Ce n'est pas de la piété, mais de la violence. Le Code exige que le consentement ne soit pas donné sous le poids du bâton, du devoir et de la peur, mais dans le calme d'un bureau notarial, en présence de témoins et d'un scribe qui est responsable de chaque lettre. Dans ce monde, chaque lettre est un petit clou qui maintient la planche. Si les clous sont droits, la planche tient. S'ils sont tordus, la porte tombe et l'obscurité s'installe derrière elle. La nuit, l'encre refroidit dans la maison du notaire, et ce froid rappelle l'autre côté de l'histoire. Dans les communautés où l'on aime parler d'honneur, le prix physique des décisions prises par d'autres n'apparaît que dans les listes des lits d'hôpitaux et dans les notes des prêtres sur les enterrements. Il n'y a pas de grands mots, seulement des dates, des noms et des notes sur les causes. Le juriste le sait mieux que quiconque. Il a vu comment, après les Unions pour la paix, des hivers gris sont arrivés dans la ville, avec des cours vides et des portes fermées. C'est pourquoi sa requête ne porte pas sur la morale, mais sur la procédure. Reporter la vie commune jusqu'à l'âge fixé par le Code et le droit canonique. Confirmer la tutelle, enregistrer les biens, interdire les amendes et les menaces, inscrire la responsabilité du clan en cas de pression. Cela ressemble à une liste froide, mais ce sont ces listes qui permettent de sauver des vies. Et au bas des feuilles reliées, la peur de l'autre partie. Ils menacent de rompre les liens vassaux, disent par l'intermédiaire de messagers qu'ils retireront leurs hommes des champs et des routes. Cela fait pression sur l'approvisionnement de la ville, le commerce et la collecte des impôts. Le juge ne regarde pas les visages, mais les risques de famine et de révolte, et exige donc un compromis dans les limites de la loi. Jusqu'à l'âge fixé, pas de rapprochement, l'engagement écrit n'est qu'une promesse pour l'avenir, et non une union consommée. Toute tentative de contourner cette règle est punie d'une amende prévue par le Code pénal et d'une inscription dans le registre municipal des infractions. On dirait que la loi est devenue un mur. Mais à 3 heures du matin, si vous sortez dans la rue et respirez l'odeur humide du parchemin, vous comprenez clairement que ce mur se dresse entre les gens et cette partie de la tradition qui aime se cacher derrière l'honneur lorsqu'elle fait du mal. À l'aube, le greffier lisse délicatement les pages sur lesquelles les mots d'autrui s'assemblent pour former une défense humaine. Devant lui, une audience où l'on remuera le terme « coutume » comme un vieux sac dans l'espoir d'y trouver de l'or.
L'avocat prépare un autre argument, moins retentissant, mais plus précis. Les 7 parties ordonnent de lire les chartes locales non pas d'après des rumeurs, mais d'après des listes approuvées par les autorités, avec un sceau et des témoins. Et si ces signes manquent sur le parchemin de la coutume ancestrale, celle-ci reste un récit au coin du feu, et non une norme. Dans un monde où chaque boutique possède un couteau pour couper le pain et le fromage, cela semble ennuyeux. Mais dans la balance du droit, l'ennui est un poids lourd. C'est lui qui l'emporte sur l'éclat des sabres et le bruit des mots. Et c'est lui qui donne aux gens la chance de vivre selon un document et non selon le bon vouloir d'autrui. À midi, la cour du notaire s'est remplie du brouhaha rauque des voix des adultes, comme dans un grenier à grains où l'on traîne des sacs sur le plancher en bois. Des gens avec des dossiers en cuir et des étuis en bois pour les seaux se sont attardés, tandis que des bandes de parchemin humide séchaient à l'ombre sous l'auvent. Sur les marches supérieures, 2 greffiers âgés vérifiaient que le cachet de cire était bien appliqué, sans bulle, car toute vide dans la cire devenait ensuite un vide dans le droit. Le maire de la ville avait donné l'ordre de ne laisser entrer dans la salle que les témoins et les avocats. Des gardes coiffés de larges chapeaux occupaient les allées entre les banges. Il n'y avait ni musique, ni bénédiction, ni vin doux sur des plateaux. C'était un jour de papier, pas un jour de fête. Tout ce qui se passait concernait des adultes responsables de leurs décisions. Les chefs de clan, leurs tuteurs, leurs mandataires, les ecclésiastiques chargés de la transcription et le juge qui mémorisait les formules couronnées comme un marchand mémorise les prix du blé et du sel. Le secrétaire commença par une routine, mais d'une importance capitale. Il énuméra les livres que le tribunal était tenu de lire avant de prononcer des paroles solennelles. Le premier était le recueil royal sur le mariage, le consentement et la tutelle. Les chapitres sur la tutelle stipulaient que la volonté d'une personne et la préservation de son corps et de ses biens primaient sur les menaces tribales et les coutumes des cours. Le deuxième était le livre des amendes de la ville, où étaient gravées des lignes sèches sur les sanctions pour avoir contraint à des unions et pour avoir tenté de couvrir la violence par l'honneur. Le troisième était une liste des chartes locales reconnues par la couronne, avec des sceaux dont les empreintes pouvaient être vérifiées sur une planche à encre. Ce n'est qu'après cela qu'on posa sur la table le rouleau contenant la soi-disant coutume de la famille, conservée par la noblesse. On y promettait de considérer immédiatement l'union comme conclue et d'imposer des amendes pour chaque jour de retard. Le greffier le déplia comme un pêcheur déplie son filet. Il regardait les nœuds et les boucles, pas l'éclat. Au verso, il n'y avait rien qui pèse plus lourd que les menaces, les signatures et les marques des témoins qui transforment les récits au coin du feu en normes. Ce vide dans la cire dégageait une odeur d'humidité. Le juriste, agissant au nom du tuteur, avançait selon les règles,
comme un homme marche sur des dalles de pierre dans une zone marécageuse, cherchant le sol ferme. Il exposa ce qui, dans le langage administratif, sonne sans pathos, mais frappe avec précision. L'accord entre les parties concernait une future union économique et non une cohabitation immédiate. Le consentement est obligatoire et ne peut être considéré comme obtenu s'il repose sur des menaces de rupture des liens vassaux. Tous les dons doivent être limités à la mesure fixée par la couronne, et leur excès est illégal et utilisé à des fins de pression. Il a rappelé que le Code royal limite le don de la partie du marié à une partie des biens, et que tout ce qui dépasse ce montant n'est plus une faveur, mais un moyen de pression pour briser la résistance. Il a demandé la mise sous séquestre des dons litigieux afin que le grain, les mulets, les clés et les outils ne servent pas de garrot. Il ne s'agit pas d'une leçon de morale, mais d'une protection directe. Lorsqu'on prive quelqu'un de ses clés et de sa charrette, on lui enlève la possibilité de se déplacer, et donc la possibilité de dire non. La réponse de la noblesse était à la fois lourde et fragile. Il se référait à d'anciens accords, à une paix séculaire et à la réputation ancestrale qui, selon eux, pesait plus lourd que les livres de la ville. Il faisait allusion à la dépendance alimentaire de la ville à l'égard de leurs convois, aux hommes vêtus de manteaux de peau de mouton qui, au premier signe, cesseraient de transporter du bois vers les fours, et aux milices qui gardaient les routes. Le juge, habitué à évaluer les risques plutôt que les discours, a décomposé la situation en plusieurs éléments. Menaces pour l'économie et l'ordre public, tentative de pression sur le tribunal, utilisation de signatures manquantes comme argument. Il n'y avait pas de crise, mais une comptabilité de la peur. À ce moment-là, un autre dossier fut posé sur la table. Le clerc présenta une liste des prescriptions ecclésiastiques en vigueur dans les paroisses urbaines. Elle mentionnait la nécessité de rendre publique son intention, de l'inscrire dans le registre paroissial et le droit de reporter la vie commune si les conditions nécessaires à la sécurité et à la santé n'étaient pas réunies. Ce dossier sentait l'encens et la moisissure, mais son poids était celui du fer. La première pierre retournée se trouvait là où personne ne creuse habituellement. Dans le paquet contenant les références aux coutumes communautaires, il y avait une note sur la maturité des témoins, une ligne presque imperceptible, selon laquelle seuls les hommes adultes, indépendants des deux parties, pouvaient être témoins. Ceux qui avaient été amenés à témoigner étaient connus au marché. L'un fournissait du cuir à leurs ateliers, l'autre gardait leur bétail au pâturage. Le registre municipal contenait une mention de leur dépendance. Le juge en prit note. Les témoignages devaient être considérés comme moins solides que le sceau sur l'arche royale. Ce détail n'était pas brillant, mais il fit pencher la balance. La deuxième pierre était encore plus sèche. Dans les listes d'amendes des dernières années,
on découvrit une série de sanctions pour diffamation des coutumes et pour avoir tenté de faire passer un accord privé pour une règle générale. Les lignes se répétaient avec l'insistance de la pluie. Les menaces de rupture commerciale pour cause de conflits avec la famille étaient consignées séparément, tout comme les paiements qui servaient à étouffer ces menaces. La ville avait déjà vu comment les récits claniques transformaient l'arbitraire en devoir. Ces écrits ont montré que le présent recueil n'était pas un regain soudain de tradition, mais une nouvelle tentative de renforcer des intérêts privés sous le couvert de l'ancienneté. Le papier dans la ville se souvient de plus de choses que la mémoire humaine. La troisième pierre a émergé de la cuisine du droit. Les dons présentés ont révélé une incompatibilité avec les limites fixées par la couronne. Les dons dépassaient la part autorisée et devenaient ainsi un instrument de pression. Le Code prescrit la limitation des dons précisément pour que les biens ne deviennent pas un moyen de pression. L'avocat a insisté pour que cet excédent soit déclaré nul et que tout ce qui dépassait la limite soit renvoyé dans un entrepôt scellé jusqu'à la décision finale. Pour les parties impliquées, cela ressemblait à une humiliation. Pour la chancellerie, à un soulagement. Tant que le don reste dans le coffre de l'entrepôt royal, il n'exerce aucune pression sur la volonté. Une fois le décompte des documents terminé, un autre élément fut apporté dans la salle, immatériel, mais tangible comme le froid de la pierre. Une note du médecin qui s'occupait de l'hôpital municipal et de la confrérie. Elle ne décrivait pas les corps et les scènes, mais contenait des notes sur les gelées, les convulsions dues à l'épuisement, les fièvres après les déménagements hivernaux, le fait que dans les maisons sans soins, le risque de décès par aggravation de maladies anciennes augmente. Il s'agissait de statistiques sèches sur les malheurs et les décès parmi les adultes, dont la vie est déjà chargée de travail et de responsabilité. Pour le juge, ces lignes ne sont pas un motif de moralisme, mais un nouveau poids dans la balance. Si une décision expose les gens à un danger, elle doit être suspendue jusqu'à ce que le risque soit éliminé. S'ensuivit ce que les chancelleries aiment le plus et que la noblesse clanique déteste. Des mesures provisoires. Le tribunal a rendu une ordonnance conservatoire. Considérer l'union comme une promesse pour l'avenir sous tutelle. Reporter la vie commune, jusqu'à ce que les conditions prescrites par la couronne en matière de volonté et d'âge soient respectées. Sceller les biens et les dons, interdire toute ponction ou amende pour retard, nommer une inspection pour vérifier la pression exercée par le clan. Toute violation de l'ordonnance sera assimilée à un délit de désobéissance à la loi royale, avec une amende versée au trésor municipal et l'inscription du nom du contrevenant dans un registre consulté par les percepteurs d'impôts et les chefs de poste. La formule froide de la protection s'est transformée en un rempart contre la première vague de menaces. Znaya a tenté de contourner le mur par un mouvement latéral. Ils ont sorti un autre parchemin. Une promesse ancienne d'une future alliance, signée par des mandataires adultes
et les gardiens du trésor familial. Ils espéraient le présenter comme une alliance accomplie. Mais ici, un autre chapitre du recueil a fonctionné. Une promesse pour l'avenir ne se transforme pas en accomplissement sans le respect des procédures de volonté et des conditions. Et aucune référence à l'ordre ancestral ne donne le droit à la contrainte physique. Les archives municipales ont révélé plusieurs cas similaires au cours des dernières années. Les tribunaux y ont séparé la promesse de la réalité et ont fixé des délais pour une nouvelle publication et une nouvelle vérification de la pression. Ces décisions officielles résonnaient comme un écho. Leur sens était de donner aux gens un espace où ils ne céderaient pas à la volonté d'autrui. Le juge a empilé ces affaires les unes sur les autres, comme des pierres sur un barrage. La crainte d'une riposte économique du clan restait la plus lourde. La ville ne vivait pas seulement de papier, mais aussi de l'eau de la rique, des meules et des charrettes qui se rendaient au marché. Dans la salle, il y avait une odeur d'encre, mais aussi de céréales, de cuir et de poussière de route. C'est pourquoi le juge a ajouté une couche supplémentaire à l'ordonnance de protection. Il a annoncé que le commerce et le transport de marchandises, interrompus par vengeance contre la loi, seraient considérés comme une violation de la paix et passibles de sanctions par la garde municipale et la garde royale. Il n'y avait pas de formule grandiloquente, mais un schéma de responsabilité clair. La ville avait déjà subi une pression similaire et avait inscrit les noms de ceux qui avaient tenté d'utiliser la famine comme argument sur une liste pour des révisions extraordinaires. Ce souvenir est un pain maigre, mais solide. Le juriste du tuteur, suivant la lettre de la loi, a ajouté une autre disposition importante. Il a exigé la désignation d'un lieu de contrôle, une maison sous tutelle, où des témoins adultes de l'Église et de la ville sont responsables de l'accès des étrangers et de la sécurité des biens. Dans ces maisons, il n'y a ni fête ni couette. On y tient des registres des entrées et des sorties, et chaque inscription équivaut à une entaille sur une poutre. Pour la noblesse clanique, cela ressemblait à une insulte. Pour la loi, à un moyen de faire pression dans l'ombre. Tant que les clés de cette maison sont entre les mains du scribe et du clerc, aucune menace ancestrale ne se concrétise. À l'extérieur de la salle, la journée suivait son cours. Dans les boutiques, on coupait du fromage. Au port, les muletiers se disputaient. Dans les ateliers de tissage, on discutait du prix de la laine. Mais la ville sentait déjà que dans les murs de pierre de la chancellerie, ce n'était pas seulement le destin d'autrui qui se décidait, mais aussi l'attitude envers le pouvoir en tant que tel. D'où cette inquiétude persistante. Si aujourd'hui le papier ne résiste pas à la pression, demain, chaque cour dessinera ses propres coutumes et s'en servira pour justifier tous ses caprices. C'est précisément pour cette raison que le juge insistait sur la publication contrôlée dans les paroisses
et sur la réinscription dans le registre notarial après un certain temps, afin que toute rumeur soit examinée à la lumière du jour. Cette procédure n'avait rien de beau, mais elle protégeait la respiration. Tard dans la soirée, alors qu'il ne restait plus que les gardes et un greffier somnolent avec un sablier pour sécher les lignes, le juriste a inscrit dans le registre une autre demande. Une amende pour le clan pour la pression déjà exercée par des menaces de rupture des liens vassaux. Il se référait aux formules couronnées selon lesquelles le départ arbitraire du monde dans le but d'obtenir un avantage privé est passible de sanction. Il exigeait également que les chefs de clan confirment par écrit leur renonciation aux amendes pour retard et à toute taxe dissimulée sous le mot « honneur ». Tous ces mots étaient secs, mais ils cachaient une chose simple: empêcher que la volonté de quelqu'un ne devienne un instrument contre le corps et les biens d'autrui. La ville était habituée aux victoires ternes, et cette victoire, si elle avait lieu, serait exactement comme ça. Sans musique, avec des cachets et les soupirs lourds de gens à qui on donnait enfin le droit de vivre selon la loi et non selon la peur. Au matin, les gens de l'entrepôt de la couronne sont venus pour exécuter l'ordre de protection. De nouveaux cercles sont apparus sur la cire, et les gardes ont transporté les sacs de céréales, les outils et les trousseaux de clés dans la maison aux volets de pierre, où le scribe et le clerc tenaient le registre des entrées et des sorties. Le même jour, le tuteur obtint que les paroisses annoncent l'intention des unions selon toutes les règles, avec inscription dans le registre et droit pour tout adulte de faire part de ses remarques sur les pressions exercées. La ville était habituée à ces rituels comme au bruit du marché. Mais désormais, la publicité était devenue un instrument de détente. Son sens était simple: faire sortir la conversation des couloirs pour que chaque étape soit visible et conforme aux normes, et non à l'habitude des cours claniques où le mot « honneur » résonne plus fort que la loi. Les adultes, dotés du droit de disposer de leur propre destin, étaient chargés de cette tâche. Mais selon le Code, ils étaient considérés comme mineurs jusqu'à leur majorité civile, pour laquelle la couronne exerçait une tutelle. C'est elle qui protégeait leurs biens et leur volonté, jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge où ils pouvaient disposer sans l'aide de leurs aînés. Cela n'annulait pas leur statut d'adulte, ne portait pas atteinte à leur dignité, mais leur offrait une protection contre les influences extérieures. Dans les murs de la chancellerie, les boucliers ne sont pas faits de fer, mais de lignes, et chaque clou de ces lignes doit être enfoncé. Le clan est tenté de contourner la règle. Il a déposé une requête visant à reconnaître l'ordre ancestral comme source de droit supérieur au livre de la ville, en se référant aux fuéraux et aux accords antérieurs conclus entre eux et les terres voisines. Ils ont déclaré par écrit que leur coutume était le ciment de la paix et que les retards étaient des fissures
par lesquels l'eau et le grain s'écouleraient. Mais les Septpartides répondirent autrement. La coutume est acceptable tant qu'elle ne contredit pas le code royal et le droit ecclésiastique, tant qu'elle ne transforme pas le volontariat en contrainte et le don en étau. Le juge s'appuya précisément sur ce principe et exigea que soit prouvée la force juridique du document et non son caractère honorable. Le greffier étalait devant lui les parchemins comme un médecin étale ses instruments. Il tirait des statuts l'exigence de témoins, des prescriptions ecclésiastiques, la publicité et le droit de la communauté de faire des remarques, du registre des amendes de la ville, les sanctions pour menaces et pour tentative de dissimulation d'intérêts privés sous le couvert de l'intérêt général. Et chaque fois que la famille montrait les sabres et les chariots, le juge montrait la ligne. Plus le bruit est fort, plus on lit la loi à voix basse. La première bifurcation du troisième jour est venue d'une source inattendue. Les livres sur la tutelle et la curatelle. Il stipulait, noir sur blanc, que les adultes n'ayant pas atteint la pleine maturité civile ne pouvaient prendre de décisions importantes en matière patrimoniale sans tuteur, si ces décisions comportaient des risques pour leur sécurité physique et économique. Cette disposition liait étroitement la volonté et les biens. Le curateur était chargé de veiller à ce qu'aucun cadeau ni aucune menace ne transforme l'accord en piège. L'avocat du tuteur a insisté sur le fait que jusqu'à la confirmation officielle de la volonté sans pression et jusqu'à la fin du mandat du curateur, toute contrainte à la cohabitation devait être considérée comme une violation de l'ordonnance de protection. Le tribunal a entendu cet argument et a étendu la protection non seulement aux biens, mais aussi à la vie commune. Il a interdit les nuitées, les déménagements communs et tout rituel que les rumeurs qualifiaient de test de l'union. Il a qualifié ces pratiques verbales de ce qu'elles étaient en réalité: des superstitions et des rituels privés sans valeur. Elles sont nées là où il était avantageux pour les clans de remplacer les sceaux par des rites. Et dans les villes, elles étaient considérées comme un ramassis de rumeurs qui changeaient le sens du droit. La deuxième bifurcation a coupé le cœur même de la coutume. Lorsque les sceaux du parchemin présentés par le clan ont été vérifiés, il s'est avéré que les empreintes n'appartenaient pas à la communauté dans son ensemble, mais à une confrérie privée liée à la famille par la fourniture de laine et le droit de pâturage. Une telle empreinte ne rendait pas le récit conforme à la norme. Les gardes ont apporté à la chancellerie une planche recouverte de peinture noire, et le clerc chargé de la vérification a placé à côté le registre des sceaux. Là, à côté des lourds cercles de cire, étaient attachés des morceaux de cuir portant les marques authentiques de la ville et de l'Église. La comparaison a tué le dernier argument. La coutume s'est avérée être un accord privé sans la publicité requise. Sur le marché,
cela était considéré comme une bagatelle. Mais ce sont précisément ces bagatelles qui déterminent si une personne sera protégée par la loi ou restera une personne parmi tant d'autres dans la foule des intérêts familiaux. La troisième bifurcation concerne les détails administratifs dont on se moque volontiers dans les tavernes, mais qui font le quotidien des juges. Dans les rapports des percepteurs d'impôts, on a trouvé des mentions des avantages dont bénéficiait le clan en échange de la protection des routes. Ces avantages imposaient la paix et l'égalité envers les habitants de la ville. Toute tentative d'utiliser les routes comme moyen de pression rendait automatiquement le clan redevable au trésor public. L'avocat du tuteur a présenté un extrait. Si vous protégez la route, vous ne l'utilisez pas comme un fouet. Sinon, vous perdez vos avantages et vous êtes sanctionné. Le tribunal a accepté cet argument et a averti qu'en cas de blocage des postes de garde ou de boycott des livraisons, une amende serait infligée et une partie des droits de protection serait temporairement retirée. Entre les lignes, cela signifiait une chose simple. La paix n'est pas une monnaie dans le portefeuille du clan. Elle appartient à la couronne et non à la famille. Pendant que la loi enfonçait le clou, le clan cherchait un terrain fertile. Ils ont tenté de ressortir la vieille promesse et de la transformer en fait accompli. En réponse, le juge a soulevé un autre livre lourd, celui des formes des contrats. Il y était dit qu'une promesse pour l'avenir n'équivalait pas à ce qui était considéré comme une union accomplie. Elle exigeait une nouvelle publication, des témoins et l'absence de menaces. Des cas similaires ont été trouvés dans les affaires municipales. Les tribunaux séparaient la promesse de l'accomplissement, fixaient un délai pour vérifier la pression, et seulement ensuite, si les formes étaient respectées, reconnaissaient l'union. Il n'y avait là rien de romantique, mais une discipline juridique sans laquelle la volonté d'autrui devient facilement un joug. Le clan a dû reconnaître que leur parchemin était un pont sur une rivière sans piliers, beau sur le papier, mais incapable de supporter le poids. Il restait le point principal, le seuil d'âge, qui faisait l'objet de débats sur les marchés, mais qui était présenté dans les livres de manière à ne pas transformer les gens en proie des intérêts des adultes. Dans le Code, l'âge du consentement et l'âge de la pleine maturité civile étaient différents. Le premier correspondait à la compréhension du sens de l'union, le second à la pleine disposition des biens et du corps. Pour les plus jeunes, en termes de maturité civile, la couronne a introduit la tutelle précisément pour que toute décision importante soit prise sous protection. Le juge a lié ces dispositions en un seul nœud jusqu'à la fin de la période de tutelle. Pas de vie commune, pas de rituel qui, selon les rumeurs, remplaçait le papier, et pas d'amende pour retard. Le consentement doit être confirmé sans pression, en présence de témoins, avec publicité et avec la possibilité de refuser sans menace. La ville a poussé un soupir de soulagement, comme on soupire quand on répare un barrage.
Ce n'est pas beau, mais l'eau cesse de faire pression. Une partie irréconciliable de la noblesse a réagi comme d'habitude. Elle a envoyé des gens faire des allusions et tenir des discours bruyants sur les marchés, essayant de ramener la peur dans les foyers. Mais l'ordre de protection couvrait désormais aussi les rumeurs. La chancellerie exigeait que les auteurs de menaces soient enregistrés nommément et remis à la garde pour enquête. Plusieurs noms ont été inscrits dans le registre municipal des violations de la paix. Et des amendes ont été infligées au profit du trésor public. Il ne s'agissait pas de vengeance, mais de la concrétisation de l'idée que le droit est plus important que le brouhaha du marché. Le même jour, des représentants de l'Église et de la ville se sont rendus dans la maison sous tutelle, ont vérifié les serrures, ont noté qui entrait et sortait, et ont pris les clés supplémentaires. Une série de nouvelles lignes sont apparues dans le registre, chacune comme une entaille sur une poutre. Et plus ces entailles se multipliaient, moins il restait de place pour la volonté étrangère. À la fin du 3e jour, le tribunal a rendu une décision provisoire, dont il était impossible de s'écarter sans encourir la honte et des amendes. L'union a été reconnue comme une promesse pour l'avenir, sous la protection d'un tuteur, jusqu'à l'expiration du délai fixé par le Code pour atteindre la pleine maturité civile. Aucune tentative de rapprochement et aucune vérification par la tradition ne sont autorisées. Tous les dons dépassant la limite seront conservés dans le dépôt de la couronne. Les menaces de rupture des liens vassaux entraîneront une amende versée au trésor municipal et l'inscription des contrevenants notables sur une liste en vue d'une révision des avantages. Le tribunal a également exigé une nouvelle publication dans les paroisses à intervalles réguliers, afin que toute personne au courant de ces pressions puisse les signaler officiellement. En bas, la décision était appuyée par une formule qui sonnait comme un coup de fer sur la pierre. Toute violation entraînerait une amende pour le clan en tant que partie abusant de ses privilèges à des fins privées. Ce n'était pas la fin, mais cela devenait une base sur laquelle on pouvait construire de nouvelles rangées. Dans l'obscurité du couloir, il y avait une odeur de laine et d'encre, et dans cette odeur, on pouvait entendre le rythme fatigué d'une ville, habituée à vivre non pas au gré des cris, mais au gré du papier. Le juriste du tuteur, rassemblant les documents dans un dossier en cuir, regardait les lignes régulières des lettres et comprenait que chacune d'elles avait coûté des heures, des jours et des soupirs étrangers. Il savait que de nouvelles tentatives pour contourner la sécurité, de nouvelles ruses avec les sceaux et les coutumes l'attendaient. Mais il avait déjà mis en place un système. Le mythe du « tout le monde fait ça » se noyait dans l'arche. Les rituels se transformaient en coquilles vides, et les menaces de nourriture et de routes en objets de contravention comptable. Dans cet ordre, il n'y avait ni triomphe, ni musique, mais il y avait un souffle, celui-là même
que l'on défend pour que les adultes puissent disposer de leur destin sans le fouet d'autrui, sous l'œil responsable de la loi et avec la possibilité de dire non, non pas dans un murmure, mais dans un livre que tous sont tenus de lire. À midi, les gardes de l'entrepôt de la couronne apportèrent le premier rapport au bureau. Les empreintes sur le cachet étaient intactes. Les clés des coffres scellés se trouvaient dans des pochettes en cuir chez le scribe et le clerc, et dans le registre des entrées et des sorties, les lignes s'alignaient de manière régulière, comme sur une règle graduée. Ces lignes n'embellissaient l'honneur de personne, mais elles donnaient du souffle à ceux qui, dans cette affaire, restaient sous tutelle et sous la curatelle jusqu'à leur majorité civile. La procédure elle-même semblait pauvre, le comptage des sacs, le transvasement des grains lourds dans des tonneaux, l'énumération des outils et du fer à four enregistrés sans poésie. Mais cette sécheresse cachait une idée claire. Tant que les objets sont sous-scellés, ils n'oppressent pas la volonté et aucun retard ne se transforme en étau. La ville comprenait bien l'importance de ces détails. Moins de chuchotements dans les boutiques, toujours autant de bruit au marché et dans les cours. L'ombre familière des gens qui venaient négocier avait disparu. Là où auparavant régnait la peur, c'était désormais le tableau qui régnait. Le clan, quant à lui, s'est précipité vers la juridiction ecclésiastique, espérant que les paroisses prendraient en charge une partie du litige et couvriraient la pression de leur autorité. Mais les prescriptions ecclésiastiques dans ces lieux sont depuis longtemps liées au code pénal, et les ecclésiastiques responsables des registres paroissiaux ont montré la même intransigeance. Divulgation de l'intention, droit des paroissiens adultes de signaler les pressions, séparation des lieux de vie jusqu'à la confirmation claire de la volonté, respect des mesures de protection pour la santé et la paix. Le calendrier paroissial comptait de nombreux hivers, et chaque hiver comportait des notes sur les fièvres, les exacerbations de maladies chroniques, l'épuisement après les déménagements et les travaux pénibles. Ces notes laconiques étaient plus convaincantes que tous les beaux discours. Si la balance penchait entre la loi et le risque pour la santé physique des adultes, l'Église s'en tenait à la loi comme instrument de paix. Les récits de vérification par la tradition que les membres des clans aimaient répéter dans les rangs des baladins étaient ici appelés pour ce qu'ils étaient, des rumeurs qui profitaient aux puissants. Les registres paroissiaux ne laissaient aucune place aux rumeurs. La cour royale passa à la vérification des sceaux et des témoins avec plus de minutie que les premiers jours. On posa sur la table une planche recouverte de peinture noire, le registre des empreintes de la ville et de l'Église, et les parchemins apportés par le clan. Les incohérences apparurent les unes après les autres. Là où devait figurer le sceau de la ville, on découvrit le sceau d'une confrérie privée, dépendante de la famille,
pour l'approvisionnement en laine et le droit de pâturage. Là où l'on attendait les signatures d'adultes indépendants, on trouvait les croix de personnes dont les noms figuraient déjà dans le registre municipal des débiteurs du trésor du clan. Le greffier notait chaque détail de ce type d'une marque spéciale dans les marges. Et à la fin de la journée, celle-ci était remplie. Pour un œil extérieur, cela ressemblait à une chicane insignifiante. Pour le juge, c'était le relief de la pression imprimée dans la cire. Plus le relief était net, plus la coutume était faible, qui, sans sceau, se transformait en récit au coin du feu. Le juriste du tuteur a continué à suivre les lignes du code. Il a réuni en un seul nœud les normes relatives au consentement, au don et à la tutelle. Dans le 4e livre du Code, dans le titre sur le mariage, 2 niveaux de maturité sont clairement définis. La compréhension du sens de l'union et la pleine capacité civile. Le premier niveau garantissait que la personne comprenait le contrat. Le second lui donnait le droit de disposer librement d'elle-même et de ses biens sans l'intervention de ses aînés. Jusqu'à l'achèvement du 2e niveau, la personne était soumise à la tutelle, non pas comme une insulte, mais comme un bouclier. Cette association a permis d'étendre la protection des biens à la vie quotidienne, les nuitées communes, les collations rituelles dans les cours fermées, déguisées en conseil des aînés, les voyages sous prétexte que sinon la famille serait offensée ont été interdits. Le tribunal a déclaré que toutes ces actions constituaient une violation de la sécurité assimilable à de la désobéissance. Plusieurs nouveaux noms d'adultes sont apparus dans le registre des infractions à la paix, et des sanctions ont été prononcées à leur encontre, qui ne frappent pas leur corps, mais leur portefeuille et leur réputation. Pour le clan, cela a été une gifle. Pour la ville, une norme. Afin de fermer les passages latéraux, la chancellerie a sorti les listes officielles des privilèges. Celles-ci stipulaient clairement que les avantages accordés pour la protection des routes obligeaient à la paix et interdisaient l'utilisation des livraisons comme moyen de pression. Au cours des années précédentes, un autre clan avait déjà tenté d'étrangler la ville avec du pain. À l'époque, l'avantage avait été supprimé et une collecte extraordinaire avait été organisée pour renflouer les caisses de l'État. Cette vieille histoire refit surface comme un caillou dans de l'eau trouble. Elle a été transposée en termes concrets. Toute tentative de boycott ou de blocage des postes de garde sera considérée comme un abus de privilège. Le lendemain, les gardes ont arrêté 2 charretiers qui, incités par d'autres, tentaient de revenir avec des charrettes vides, prétextant des problèmes techniques. On leur a accroché des convocations à la porte de la cour, et ils sont retournés sur la route sans dire un mot. Les compromis sans sceau et sous le signe de la tête des compréhensifs ne fonctionnaient plus. Voyant que leur papier prenait de la valeur, le clan est porté atteinte à la réputation du tuteur.
Des rumeurs ont commencé à circuler sur le marché, selon lesquelles le tuteur maintiendrait ses protégés dans une dépendance artificielle. En temps normal, de tels propos auraient pu attiser la foule, mais désormais, la ville avait un moyen d'agir. Enregistrer les auteurs des rumeurs, les comparer au registre, les convoquer devant la garde et leur infliger une amende pour trouble à l'ordre public. Plusieurs personnes, des adultes habitués à manier le bâton et la corde à mesurer, ont été sanctionnées. Le soir, dans les boutiques, on parlait déjà d'autre chose. Du fait que la garde avait cessé d'épargner les siens s'ils allaient à l'encontre de l'ordre. Pour le juge, cela était plus important que tous les discours. Là où la loi avait montré la même mesure pour les puissants et pour les proches des gardes, les derniers doutes avaient disparu quant au fait que l'ordre de protection n'était pas une coquille vide. Entre-temps, une nouvelle annonce a été faite dans les paroisses. Les ecclésiastiques ont lu l'intention des syndicats et ont rappelé aux paroissiens adultes leur droit de signaler toute pression éventuelle. Quelques jours plus tard, 2 notes ont été ajoutées au registre des annonces publiques. L'une concernait les visites insistantes des serviteurs du clan, accompagnées de sous-entendus et de cadeaux. Et l'autre concernait une tentative de se dissimuler sous le prétexte d'un pèlerinage afin d'emmener des pupilles hors de leur foyer pour passer la nuit ailleurs. Les 2 notes ont été transmises au greffe, et le juge a tranquillement ajouté 2 dispositions à l'ordonnance de protection. L'interdiction des visites gratuites, sans inscription dans le registre de contrôle, et l'interdiction des pèlerinages, sans accord écrit des tuteurs. Ces détails stricts ont privé le clan de sa zone grise habituelle, où ce n'était ni la loi ni le rituel, mais leur propre ordre qui décidait du sort des gens. Désormais, chaque tentative de contourner la protection se transformait en une ligne et une amende. Puis, une chose désagréable pour tout le monde a été découverte. Dans l'une des anciennes affaires de la ville, on a trouvé un contrat dans lequel des adultes, n'ayant pas encore atteint la maturité civile, se sont soumis au rituel approuvé par leurs aînés. Puis, au printemps, le médecin de la ville a reçu des notes sur des aggravations graves et des frais de traitement. Il n'y avait pas de scènes explicites, seulement des factures, des relevés, des notes sur l'alitement et les jours de travail perdus. Pour le juge, cela a pesé davantage dans la balance, non seulement l'honneur et le pouvoir, mais aussi le trésor public paie le prix des coutumes claniques. Le percepteur des impôts a également souligné ce lien. Si le trésor public paie pour la volonté d'autrui, cela signifie que la loi a le droit de s'opposer à cette volonté jusqu'à la limite de la sécurité. C'est ainsi que le mot « dépense », si ennuyeux, est devenu un argument contre la pression. L'avocat du tuteur a consolidé sa position d'un autre coup. Il a présenté une liste de décisions antérieures dans lesquelles les tribunaux séparaient les promesses pour l'avenir des faits accomplis, fixaient un délai pour une nouvelle audience et vérifiaient la pression non pas par des mots, mais par des signes.
qui se promenait la nuit, qui changeait les serrures, qui apportait des cadeaux excessifs, qui incitait à la cérémonie. Dans ces affaires, les adultes ont eu la possibilité de confirmer leur volonté sans crainte, et les clans ont payé des amendes pour avoir tenté d'acheter des destins avec du grain et des routes. Le juge a placé ces affaires à côté de l'actuel recueil, comme des pierres dans un barrage, et elles se sont soudées en une seule ligne. À ce moment-là, il est devenu clair que dans l'histoire actuelle, la fin ne serait pas faite de mots retentissants, mais de formules où même une virgule est une brique. Lorsque le soleil se coucha sur les pierres et qu'il commença à faire frais à la porte, le bureau se remplit d'une odeur de cire ancienne et de cuir humide. Les gardes recueillaient les signatures attestant la réception des convocations. Les scribes saupoudraient de sable les lignes fraîchement écrites. Le clerc rangeait le registre paroissial dans une reliure tendue. Le juge, sans lever les yeux, a inscrit l'essentiel. Jusqu'à la fin de la période de tutelle, aucune vie commune, ni dans les maisons de la famille, ni dans les auberges sous le prétexte d'un conseil, ni sous la fenêtre de la paroisse, où l'on aimait organiser des bénédictions sans inscription. Tous les dons excessifs doivent être remis au dépôt de la couronne. Chaque cas de menace de rupture des liens vassaux, sanction, inscription du nom de l'adulte contrevenant dans le registre de révision des avantages. Toute vérification rituelle doit être considérée comme une superstition et la garde doit être chargée de les réprimer comme une violation de la sécurité et de la paix. Derrière ces lignes se cachait une idée simple mais lourde de sens. Le corps et les biens des adultes ne deviennent pas des monnaies d'échange dans un jeu étranger tant que la loi tient bon. Le soir venu, seule la garde et un greffier restaient sur les marches. Il compta les sacoches contenant les clés, toucha du bout des doigts les empreintes des sceaux et éteignit la lampe à huile. La ville fut plongée dans cette nuit calme que toute cette longue journée humide avait tenté d'apporter. Sans chuchotement sous les fenêtres, sans bruit de pas tardifs dans les couloirs, sans coutume, vide de sens caché entre les mots. Le lendemain, le tribunal devait transformer le mur intermédiaire en décision définitive. La ville n'attendait pas la beauté. Elle attendait que le papier résiste cette fois-ci aussi, comme résiste un barrage lorsque l'eau rugit plus fort que tout. Le matin du dernier jour commença par un silence pesant dans le couloir du greffe. Les lampes à huile refroidissaient sur les rebords de fenêtres. Des cercles de cire chaude reposaient sur la pierre, et une ombre régulière provenant de la traverse pendait au-dessus du registre des entrées et des sorties. Les témoins adultes arrivaient un par un. Les gardes vérifiaient leurs noms sur les listes. Le clerc tenait le registre paroissial. Le greffier
le registre des sceaux, et le méroïste, le registre des amendes. Sur la table du juge, tout était disposé, comme si quelqu'un s'apprêtait à réparer un barrage. Ici, les rouleaux des sept parties, à côté, les affaires municipales concernant les abus de privilèges, au-dessus, les notes sur la nouvelle publication dans les paroisses, en dessous, la liste des violations de la paix. Pas de fanfare ni de cérémonie, juste un ordre austère. Cet ordre reflétait l'idée principale de l'affaire. Obtenir pour les adultes sous tutelle un espace de liberté sans le levier de la peur et du profit. Le tribunal a commencé par le plus discret et le plus important, la vérification. Le clerc a montré que les empreintes sur le parchemin de la coutume ancestrale ne correspondaient pas aux matrices municipales et ecclésiastiques. Le greffier a confirmé que les signatures des témoins ne répondaient pas aux exigences d'indépendance. Les gardes ont signalé 2 cas de visites insistantes de la part des serviteurs du clan et une tentative d'emmener les pupilles sous le prétexte d'un pèlerinage. Tout cela semblait insignifiant jusqu'à ce que cela soit soumis à la couronne. Alors, chaque détail insignifiant a pris une importance capitale. Les chapitres sur le mariage, les dons et la tutelle suivaient tous le même schéma. Le consentement des adultes n'ayant pas atteint la pleine maturité civile est vérifié sans pression, par proclamation et enregistrement. Les dons sont limités et ne deviennent pas un fardeau. Les coutumes ne subsistent que tant qu'elles ne contredisent pas les normes protégeant la liberté et la sécurité. Le juriste du tuteur, sans élever la voix, a de nouveau relié ces dispositions en une seule ligne et a demandé au tribunal de terminer ce qui avait été commencé. Reconnaître l'union comme une promesse pour l'avenir. Reporter toute vie commune jusqu'à la fin de la période de tutelle. Restituer les dons excédentaires au trésor public et infliger une amende pour menace de rupture des liens vassaux. Le clan a tenté de mettre dans la balance la paix des routes et la dépendance alimentaire de la ville. Ils espéraient que la peur de la famine l'emporterait sur le livre. Mais les registres des privilèges stipulent clairement que les avantages liés à la protection des approvisionnements obligent à traiter tous les citoyens de manière égale. L'abus de ce droit transforme le bénéficiaire de l'avantage en débiteur du trésor public. Le tribunal a ressorti d'anciennes affaires dans lesquelles des privilèges avaient déjà été retirés et des amendes infligées pour des tentatives similaires, et les a mises en parallèle avec le litige actuel comme des pierres dans un même édifice. À ce moment-là, il est apparu clairement à quel point le mythe du ciment de la paix se transforme facilement en un simple levier d'intérêt privé s'il n'est pas soutenu par un document officiel. Il n'y a pas eu d'applaudissements dans la salle municipale. Il y a eu un signe de tête des gardes.
2 nouveaux noms dans le registre des violations de la paix et l'odeur du cuir humide de la reliure. Une autre couche de la journée finale ne venait pas du marché, mais des registres de l'hôpital. Le médecin de la confrérie a transmis une liste succincte des exacerbations hivernales, des dépenses pour les décoctions et l'alitement des adultes, que les clans avaient entraînées dans des contrôles rituels et des conseils des anciens, dans des affaires passées. Les scènes n'y étaient pas décrites, mais on voyait clairement ce que devenait le beau mot « honneur » lorsqu'il pesait sur la vie quotidienne. En dépenses pour la communauté, en jours de travail perdu, en longues lignes sous les titres « faiblesse après un déménagement »,« fièvre après des travaux pénibles »,« aggravation de vieux mots ». Le tribunal ne moralisait pas. Il calculait. Si le trésor et la fraternité supportent le prix du levier étranger, la loi a le droit de couper le levier avant qu'il ne transforme les gens en matériel consommable. Une fois tous les documents importants et moins importants rangés, le juge a rendu son verdict. La décision fut prononcée d'une voix calme, sans rhétorique, comme le décompte des sacs. Reconnaître l'union contestée comme une promesse pour l'avenir. Maintenir la tutelle jusqu'à l'expiration du délai fixé par les normes royales pour la pleine maturité civile. Reporter toute vie commune jusqu'à la confirmation de la volonté sans pression ni menace, dans un acte notarié et en présence de témoins. Restituer l'excédent des dons au trésor public et conserver la partie mesurée sous scellé jusqu'à confirmation définitive. Infliger une amende au clan pour avoir menacé de rompre les liens vassaux et pour avoir tenté d'utiliser le privilège des routes comme moyen de pression. Annoncer la décision dans les paroisses, ordonner une nouvelle vérification à intervalles réguliers et obliger les gardes à empêcher les vérifications rituelles, les visites gratuites et les pèlerinages, sans accord écrit des curateurs. Chaque formule était une brique, et les livres constituaient le mortier. Puis vint une étape courte mais importante. L'exécution. Le jour même, les gardes de l'entrepôt de la couronne vérifièrent à nouveau les coffres scellés, comparèrent les clés, consignèrent dans le registre les mouvements des sacs, des outils et des ustensiles de cuisine. Le greffier et le clerc ont fait le tour de la maison sous leur garde, ont noté qui y avait accès, ont remplacé une serrure défectueuse et ont pris les doubles de clés. Un avertissement de la garde a été affiché sur la porte. Toute tentative de violation de la sécurité serait considérée comme un acte de désobéissance. Un murmure s'est élevé sur le marché, mais il s'est rapidement dissipé dans le bruit habituel. Les gens comptaient, faisaient du commerce, transportaient des paquets, et seuls ceux qui s'arrêtaient de temps en temps à la table avec l'encre demandaient ce qui était interdit sous prétexte de conseil. Le greffier leur montrait la ligne, et cela s'arrêtait là. Là où auparavant il y avait des chuchotements, il y avait désormais une liste. Le clan n'a pas déposé les armes immédiatement. Le soir, ils ont tenté à nouveau de faire valoir leur honneur auprès des paroisses,
Mais les clercs, liés par le statut, ont lu la décision et rappelé le droit des paroissiens adultes de signaler toute pression. 2 notes sont arrivées dès le lendemain. L'une concernait des offrandes excessives, l'autre une invitation à un cercle dans une cour fermée. La garde a noté les noms, infligé des sanctions et expliqué la procédure. Plus personne n'est venu avec des cadeaux. Dans le registre des infractions à la paix, la ligne vide est restée plus longtemps que d'habitude, une journée entière, puis une autre. La ville a lentement retrouvé son agitation, sans chuchotements aux portes. Le sens de la faim ne se révélait pas dans les mots, mais dans la stabilité des choses. Dans les boutiques, on discutait à nouveau des prix de la laine au port. Les conducteurs se disputaient une place sous l'auvent, dans la rique. On mesurait le niveau de l'eau. Le tuteur, qui avait une copie de la décision sur son bureau, a finalement retiré de sous son coude la pierre qui maintenait les bords du parchemin. Il a accompli ce pourquoi la machine sèche du droit a été créée. Il n'a pas laissé un levier étranger transformer des adultes sous tutelle en proie de la coutume. Le juge a fait sa part. Il a maintenu la ligne des 7 parties contre la coutume clanique. Les scribes ont fait la leur, transformant les craintes en lignes. Les clercs ont fait la leur, reliant la publicité au monde. La garde a fait la sienne, laissant le sabre dans son fourreau, mais la peine dans le livre. La fin n'a pas été spectaculaire, mais claire. La vie commune a été reportée jusqu'à la fin de la période de tutelle et la confirmation de la volonté. Les dons excédentaires ont été versés au trésor public. Le clan a payé l'amende et a reçu une mention dans le registre des avantages. La protection de la paix s'est étendue aux couloirs et aux cours. Une nouvelle publication a été prévue afin que la lumière ne s'éteigne pas. Le plus marquant dans cette conclusion est l'effondrement du mythe. Le mythe selon lequel tout était toujours donné tôt et sans poser de questions s'est brisé contre la comptabilité de la voûte et la mémoire urbaine dans les livres. Le document a montré que l'union n'est pas une grâce soudaine de la famille, mais une chaîne de vérification. Publication dans la paroisse, enregistrement chez le scribe, vérification des sceaux, limitation des dons, tutelle, droit de la communauté de voir la pression et de la nommer comme telle. Il s'est avéré qu'au lieu d'une seule coutume, il existe de nombreux freins et reports, inventés précisément parce que le monde est fragile et que la sécurité physique et économique des adultes exige plus que de belles paroles. Le papier ne guérit pas les blessures, il les prévient. Pour la ville, cela est devenu une connaissance vivante, et non une citation. La nuit, le bureau s'est vidé. Sur la table du juge, il ne restait que le rouleau de la décision, recouvert d'un tissu pour le protéger de l'humidité nocturne. Dans un coin, le bout de la lampe murmurait derrière la fenêtre. La route grondait sourdement. À côté,
dans l'entrepôt de la couronne, les surplus de dons transformés de levier en unités comptables, somnolaient sous les sceaux. La maison sous tutelle se tenait là, avec sa serrure remplacée et son carnet où les lignes vides étaient plus importantes que celles remplies. Et dans ce silence, on entendait le résultat. Tout avait été décidé par les actes ordinaires d'adultes qui avaient pris leurs responsabilités. Le tuteur avait insisté sur les normes, les clercs les avaient proclamées, les greffiers les avaient consignées, les gardes les avaient appliquées, le juge avait tout réuni en un tout. Ce n'était pas une célébration, mais une stabilité. Ce n'était pas un cri de victoire retentissant, mais une inspiration lente et lourde de la ville, qui avait choisi la norme plutôt que l'habitude. Quand le matin, les oies se remettront à bruisser dans la cour du notaire et que des bandes de parchemin mouillés seront suspendues sous l'auvent, cette ville continuera à se disputer, à faire du commerce, à mesurer l'eau et à réparer les barrages. Mais elle aura acquis une petite connaissance solide. Les mythes ont des failles, si un document est à portée de main. Et les forts ont peu de pouvoir s'ils sont confrontés aux 7 parties, au registre des amendes et à la publicité paroissiale. Dans un monde où les hivers sont nombreux et les miracles rares, c'est là une véritable protection, discrète, mais humaine.